Bonjour, je m'appelle Mélanie Rosa, je suis maman d'une petite fille de 3 ans et tout récemment d'un petit garçon né à la maison. À côté de mon activité de photographe en Dordogne, j'ai à cœur d'informer les femmes et délier la parole à travers des articles de blog sur mon site internet, mais aussi ici, par le biais de ce podcast. Je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui acceptent régulièrement de se livrer à moi pour raconter leurs histoires, leurs expériences de mère, leurs reconversions, leurs accouchements, dans cet espace dédié aux voix périgourdines, mais aussi à vous toutes qui écoutez et lisez leur parcours avec bienveillance et sans jugement. Bienvenue dans le podcast de Studio Rosa, consacré aux récits singuliers des femmes et mères de Dordogne. Je vous invite à faire voyager ce podcast, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. Je suis avec Stéphanie, à qui j'ai proposé de témoigner sur la tempête qu'elle a dû traverser tout récemment et qu'elle termine encore de braver. Alors, salut Stéphanie, comment ça va ? Salut, ça va ? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Stéphanie, j'ai 37 ans, je viens d'avoir 37 ans. Pas oublier. Je suis restée bloquée un an en arrière, mais j'ai 37 ans. J'habite en Dordogne et dans la vie, je suis assistante comptable dans la fonction publique. Ok, chouette. Bon, de toute façon, on se connaît, mais comme ça, tout le monde te connaît aussi un petit peu. Ça marche. Alors, si tu es aujourd'hui à mon micro, c'est parce que tu as accepté et aussi souhaité partager ton expérience sur le cancer du sein qui t'a été diagnostiqué l'année dernière et que tu es en train encore de finir de combattre. En moyenne, avant tout, j'aimerais rappeler que le cancer du sein, il touche une femme sur 8 au cours de sa vie et la plupart du temps après 50 ans. Pour autant, on peut être atteinte plus jeune, comme cela est ton cas. Oui. Et je rappelle donc l'extrême importance de s'autopalper régulièrement pour mettre toutes ses chances de son côté et le détecter le plus tôt possible. Alors, quand et comment est-ce que toi, tu as appris la nouvelle du coup ? Alors moi, je l'ai appris, j'ai découvert au mois de mars 2024 que j'avais une boule dans le sein. Je l'ai découvert totalement par hasard en touchant mon sein. Ouais. Et donc, du coup, j'ai pris rendez-vous tout de suite parce que j'ai compris qu'il y avait potentiellement quelque chose d'important. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé toute une batterie d'examens, échographie, mammographie, etc. Et j'ai eu le diagnostic un mois plus tard, donc début avril 2024. Ok, et donc toi, quand tu l'as senti, tu t'as tout de suite pensé que c'était ça ou est-ce que tout de suite t'étais avertie ? J'ai tout de suite pensé que c'était ça, ouais. D'accord. La boule était quand même assez grosse et puis intuitivement, je pense que voilà, tout de suite j'ai pensé à ça et bon, bah, j'avais raison. Ouais. Et du coup, t'as eu ton premier les résultats, c'était un mois après. Oui, tout juste un mois après, oui. Et combien de temps après ta mammographie, du coup ? Les résultats ont mis environ 15 jours Okay. à arriver. Quand j'ai découvert la boule, le temps d'avoir rendez-vous chez mon gynéco, qui m'a quand même reçue très rapidement. Oui, tu l'as expliqué, ouais. Voilà. Il a fallu batailler un petit peu parce que pour avoir un rendez-vous en mammographie, c'est assez compliqué. Donc, c'est mon gynéco qui est intervenu pour qu'on ait un rendez-vous rapidement. Lui, il avait un petit peu compris la gravité de la situation, même si jusqu'au diagnostic, on m'a jamais prononcé aucun mot cancer, maladie grave. Voilà, c'était... je voyais les regards des médecins, mais personne n'a jamais prononcé aucun mot. Ouais, ils voulaient attendre de voir vraiment les résultats. Tout à fait. Mais ils ont quand même fait en sorte que tout puisse se faire très rapidement. Il y avait une espèce d'urgence, en fait, dans les réactions des médecins. Ouais. D'accord. Et donc, quel type de cancer a été diagnostiqué ? Alors, c'est un cancer... rappeler un petit peu le terme, le type, et puis pour qu'on se rende compte un peu sur l'échelle des types qui peuvent exister. Alors, je ne connais pas forcément tous les types de cancer du sein, mais mon cancer à moi, c'est un cancer triple négatif. Ça veut dire que c'est pas un cancer hormonal. C'est pas non plus un cancer génétique.
Enfin, le triple négatif peut être un cancer génétique, mais moi, c'est pas mon cas. Donc, c'est un cancer qui réagit pas aux traitements hormonaux. Et en fait, il y a 3 marqueurs sur les tumeurs de cancer du sein qui sont vérifiés. Il y a le côté hormonal, une protéine qui est l'HER2, je crois, et c'est 2 types d'hormones différentes. Donc moi, mon cancer ne réagit à aucun de ces 3 marqueurs. Donc on est sur ce qu'ils appellent un cancer triple négatif. C'est un des cancers c'est le cancer du sein le plus difficile à soigner, puisque justement il réagit pas aux thérapies ciblées et à l'hormonothérapie. D'accord. Donc voilà, c'est un des cancers les plus difficiles à soigner, les plus agressifs aussi, et qui touche quand même assez souvent des personnes plutôt jeunes. D'accord, ok. Et donc, on t'annonce la nouvelle. Comment est-ce que tu l'entends, toi, à ce moment-là? Comment est-ce que tu réagis? Parce que donc, tu as un rendez-vous pour t'annoncer les résultats. Comment ça se passe? Alors, en fait, mon gynécologue me téléphone pour me dire que... Désolée. Donc, mon gynécologue me téléphone. À ce moment-là, je suis au travail et ça fait 3 jours que j'attends, en fait, que le téléphone sonne. Il me demande de venir en rendez-vous le lendemain matin. Et donc, bien sûr, je lui réponds que oui, à ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui compte que ça. Hein. On ne pense pas est-ce que je vais pouvoir quitter le travail ou pas. Mais en fait, au moment où il s'apprête à raccrocher, je lui pose la question. Parce que je me sens incapable de passer une nuit supplémentaire à pas savoir, en fait. Au fond, je sais, j'ai l'impression de savoir et j'ai besoin vraiment de l'entendre et en fait savoir où je vais. Parce que ça fait 1 mois que je passe d'un cabinet à l'autre et d'un examen à l'autre. Et c'est très dur en fait de pas savoir. Presque on a envie de savoir parce qu'on se dit au moins on passe à l'étape suivante. Donc je lui demande et il m'annonce au téléphone que c'est bien un cancer du sein. Voilà, on raccroche et puis forcément j'ai pleuré parce que c'est un choc. Même si au fond je savais, c'est la réalité en fait qu'on se prend en pleine face. Oui, tu pouvais encore un peu avoir de l'espoir. Là, au moins, t'as plus d'espoir, mais c'est Non, pas tu grave, sais quoi. que c'est ça, quoi. Tu sais que c'est ça. Il faut un temps d'adaptation. Il faut encaisser le choc. Sur le coup. Et t'étais toute seule, du coup, au travail quand tu reçois l'appel? Ouais, mais je suis dans un bureau partagé et mes collègues étaient partis déjà. Donc ouais, je suis toute seule et ça me permet aussi de réagir. Voilà, je suis pas en train, je me retiens pas de pleurer. Voilà, je me laisse aller un petit peu. Et après, du coup, tu préviens quelqu'un ou... Ouais, j'ai prévenu mon conjoint. J'ai pas pu l'appeler, donc je lui ai fait un texto parce que lui, de toute façon, il attendait aussi les résultats et je pouvais pas lui dire. Donc je lui ai fait un texto et puis j'ai pris la voiture en fait et j'ai tenté de rentrer chez moi. Mais bon, sur la route, j'ai fait une petite crise d'angoisse, donc j'ai dû m'arrêter. Au final, il a fallu qu'ils viennent me chercher parce qu'en fait, je suis partie en voiture comme si tout allait bien. Et puis, après avoir fait la moitié de la route, c'est comme si d'un coup, j'avais réalisé ce qui était en train de se passer. Et là, j'ai commencé à avoir du mal à respirer, enfin, la crise d'angoisse, quoi. Donc, c'est hyper dangereux au volant. Donc, dès que j'ai pu, je me suis arrêtée. Je l'ai appelé, puis il est venu me chercher. On est rentrés ensemble. D'accord. Voilà. Est-ce que toi, il y a eu des cancers du sein dans ta famille? Est-ce que tu étais avertie un peu du sujet? Non, pas du tout. On avait une personne, une cousine de mon père qui a eu un cancer du sein, mais il n'y avait pas vraiment dans les femmes proches de moi, il n'y avait jamais eu de cancer du sein. J'étais pas du tout informée sur le sujet. D'accord. Qu'est-ce que tu te dis, toi, à un moment donné pour... Donc là, tu as rendez-vous le lendemain
Oui. pour qu'on t'explique finalement le protocole, etc. C'est ça? Quel est l'objet du rendez-vous L'objet du du rendez-vous, lendemain? c'est de m'annoncer que c'est un cancer. Donc, mon médecin me l'a déjà dit la veille, mais il me montre le compte-rendu de la biopsie. Okay. C'est très succinct. Sur le coup, voilà, il m'explique le, le protocole qui pourrait être envisagé, mais en fait, c'est pas lui qui décide, puisque lui, c'est simplement mon gynécologue. Oui. Donc, il connaît un petit peu il sait comment ça se passe, mais c'est pas lui qui décide. Donc, il m'explique que on doit se réunir, une commission doit se réunir le soir même avec l'équipe d'oncologie donc de Périgueux, de Francheville. Okay. Moi, mon gynécologue est sur Bergerac. Donc, il m'explique qu'ils se réunissent le soir même en commission et qu'ils vont décider du protocole à suivre. Il me parle de tumorectomie, donc c'est-à-dire d'une opération qui consisterait à simplement enlever la tumeur, et d'une chimio néoadjuvante, donc qui serait en fait prévue avant l'opération pour faire réduire la tumeur. Voilà, il me donne quelques petites infos comme ça, mais il m'explique que c'est vraiment mon protocole va être décidé en commission et que il s'occupe de me prendre rendez-vous aussi au service d'oncologie de Périgueux. Donc à partir de là, me sens voilà, je prends la vague en fait. Voilà. J'attends la suite. C'est eux qui m'appellent, c'est eux qui vont me dire quoi faire. Ouais. Ça t'aide un peu mieux à réaliser concrètement, ou comment est-ce que là tu envisages la suite du coup de manière positive, ou plutôt avec un peu de la peur ou de l'angoisse ou... À ce moment-là, c'est difficile à dire parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Je me sens soulagée d'être prise en charge parce que, comme il me dit, voilà, les rendez-vous vont être pris. Je sais que la machine est lancée. En fait, quand on a un diagnostic, on sait que derrière, voilà, il y a une prise en charge qui va être faite, et je me sens vraiment rassurée par rapport à ça, vraiment soulagée. Après, il y a de la peur, il y a plein de choses vraiment qui se mélangent, mais très très vite quand même, il y a quelque chose qui ressort très très fort, c'est que je me dis ok, c'est une aventure en fait. Voilà, ça te tombe dessus, on y va. Voilà, on remonte les manches et puis on y go, et de toute façon, il y a une part de moi qui sait que ça va bien se passer. Donc voilà, je me laisse pas vraiment le choix de paniquer. Donc, bien sûr, voilà, j'ai peur, bien sûr, j'ai des moments où c'est très difficile, mais je décide de foncer en fait. Et donc à la suite de ça, vient un autre rendez-vous, on va t'expliquer le protocole une fois qu'il a été décidé. Ce rendez-vous, il a lieu du coup combien de temps après ce diagnostic? Alors ce rendez-vous, il a lieu une vingtaine de jours après, parce que si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai eu rendez-vous le 29 avril et j'avais eu le diagnostic le 8 ou le 9 avril. Donc 20 jours après, j'ai rendez-vous à Francheville, à l'hôpital de Francheville, donc avec l'oncologue qui va me suivre durant tout mon protocole. Et c'est lors de ce rendez-vous-là qu'il m'explique vraiment quel type de cancer j'ai. Ils ont fait des analyses complémentaires suite à ma biopsie, donc c'est là qu'on apprend que c'est bien un cancer triple négatif. Et c'est un rendez-vous quand même assez long où il m'explique bien tout ce qui va se passer. La durée du protocole, les noms des médicaments qu'on va me proposer, et les effets secondaires aussi. Donc ce rendez-vous-là, j'étais accompagnée, et heureusement, parce que ça prend encore une dimension supplémentaire. On réalise un peu plus qu'on est dedans, quoi. Voilà. Que ça y est, quoi. C'est parti. La machine est lancée. Exactement.
quel sera du coup ce protocole et quand est-ce qu'il débute? Alors, on est le 29 avril, du coup, et mon protocole débute à partir du 10 mai. Donc, j'ai D'accord, oui, 15, donc mais assez 15 rapidement, jours, comme tu voilà, dis, il ça y a tout qui démarre. Ouais, s'enchaîne. tout va très, très vite. Le 10 mai, on démarre la chimio. Pardon, je me permets, du coup, avant de lancer la chimio, est-ce qu'il y a une sorte de repérage mammaire ou Oui. quelque chose qui se passe comme ça? Oui, c'est vrai que c'est une étape tout aussi importante. On me pose un clip, ce qu'ils appellent un clip. Donc, c'est un petit marqueur métallique, en fait, qui est injecté au cœur de la tumeur, qui permettra de la retrouver plus tard si la chimio est très efficace et fait fondre totalement la tumeur. Donc, effectivement, on m'a repéré donc l'endroit de la tumeur dans le sein et on m'a aussi posé une chambre implantable. Donc la chambre implantable, c'est un espèce de petit boîtier qu'on insère sous la peau au niveau de la clavicule et qui permettra de faire toutes les perfusions sans passer par les bras. En fait, ça évite d'abîmer les veines des bras. Donc, c'est ce qu'on appelle le PAC, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, c'est ça, avec un petit tuyau en fait qui part dans les veines, enfin en direction du corps, quoi, Ok. et dans les grosses veines. Donc, ça permet de pas trop abîmer la peau et de pas trop abîmer les veines, parce que du coup, il va y en avoir beaucoup des perfusions. Et la pose du clip et du pack, ça se fait comment, sous anesthésie locale ou générale? Alors, le clip, c'était sous anesthésie locale. Ça a été fait au même endroit où on m'a fait la biopsie. Okay. Donc, ça se fait sous échographie. Et en soi, c'est pas très long. C'est avec l'anesthésie, on sent pas grand-chose et ça laisse une toute petite cicatrice, mais rien de bien méchant. La pose de la chambre implantable, pardon, chez moi, ça a été fait en anesthésie générale. Je sais que ça peut se faire aussi en anesthésie locale, donc ça dépend certainement des hôpitaux et des cliniques. Donc moi, ça a été fait. C'était pas tout à fait une anesthésie générale, c'était ce qu'ils appellent une sédation. Donc j'étais à moitié endormie. Bien shooté. Bien shooté, ouais. J'ai fait un petit dodo et quand je me suis réveillée, ben la chambre était posée, mais voilà, ça permet aussi de pas passer une semaine à se remettre de l'anesthésie et surtout ça évite quand même que ça soit douloureux parce que malgré tout, voilà, ça reste un acte, même si dans les services, dans les hôpitaux, c'est quelque chose de banal, mais c'est, on va dire, un des premiers actes très invasifs qu'on doit vivre pendant le cancer. Et qui te fait dire vraiment, bah, ça, là, pour le coup, oui, ça y est. Ouais. Après, on sait qu'on va vivre quelques mois, quelques années même avec ce petit appareil sous la peau et c'est la première grosse cicatrice aussi apparente, quoi. Donc, c'est un passage. Encore une fois, c'est un pas de plus. On réalise encore plus ce qui est en train de se passer. Oui. Et du coup, on te pose le pack entre le 29 avril et le 10 mai? Ouais, c'est ça. Tout se fait entre les deux, ouais. Okay. Et donc, vient la première chimio le 10 mai. C'est ça. Du coup, comment est-ce que t'es le matin, les jours qui précèdent ou... J'y vais sans savoir ce qui va se passer. Donc, je vais pas dire que je suis enthousiaste parce que c'est difficile d'être enthousiaste à l'idée d'aller se faire soigner à l'hôpital. Mais il y a un petit côté, je vais découvrir. Je me dis qu'on va s'occuper de moi, que je suis entre de bonnes mains. Donc, j'y vais sans trop me poser de questions. J'y vais, je me lance, quoi. Voilà, je me dis, bon, bah, de toute façon, faut y aller. Je suis plutôt dans un état d'esprit assez combattante, serein. quoi. Ouais, sereine et combattante, ouais. Faut y aller, c'est comme ça. Et j'y vais avec une amie. Et en fait, quand on arrive là-bas, il y a personne dans la salle d'attente, donc on discute. J'ai l'impression d'être n'importe où ailleurs avec une copine, voilà, on papote. Et puis arrive 9h et les patients qui viennent en chimio commencent à arriver dans la salle d'attente.
Et là, c'est un moment très compliqué pour moi parce que c'est à ce moment-là que je réalise, en fait, et que je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mmh mh. Qu'est-ce que je fais là, quoi?» J'ai, cette dame qui vient d'arriver, avec, sa perruque, une autre, voilà, qui, sous sa capuche a plus de cheveux, hem et là, je me dis: «Waouh, c'est, ça y est, quoi», Mmh. donc là, je me suis retrouvée un petit peu tétanisée, en fait. Oui, ça te fait aussi prendre conscience, que ça ces personnes-là seront toi dans les Oui, prochaines semaines, oui. ou les prochains mois, En fait, ça me fait passer du côté des malades. Mmh mh. C'est à ce moment-là que je me dis, ouais, je me dis que je suis vraiment du côté des malades et il y a vraiment une partie de moi qui se dit: «Mais, ils se sont trompés. Il y a une erreur, c'est pas possible, Oui, parce je que suis pas du tout à finalement ma place, là, quoi», tu avais pas de c'est enfin, non, tu avais pas de douleur ou quoi, donc c'est vrai que aucun symptôme la mis à maladie part cette jusqu'à la boule. chimio, elle se voit pas. Tout à fait. Je m'étais jamais sentie malade, donc il y a un côté un peu irréel, en fait. On se dit: «C'est pas possible, je j'ai rien à faire ici». Et j'ai eu la chance de tomber sur, une des dames, en fait, qui a vu que j'étais pas bien et qui m'a rassurée. On se connaissait pas du tout, on s'est d'ailleurs jamais revus, mais ce jour-là, voilà, elle m'a laissé son numéro de téléphone, elle m'a dit, «Appelez-moi si je peux vous aider», elle était en fin de parcours, en fait, elle terminait sa Mmh. chimio et moi, c'était super chouette parce que je me suis dit: «En fait, on est tous dans le même bateau, quoi». Donc c'était très très émouvant. Ouais. Bon, c'est bien de pouvoir rencontrer des personnes comme ça qui puis d'être soutenantes, entre toutes, quoi. Ouais, Mmh. ouais, ça m'a fait du bien et même si on s'est jamais revus, j'ai toujours pensé à elle et à ce geste qu'elle avait eu envers moi et c'est des petites choses comme ça qui aident à avancer, en fait. Ouais, une petite lumière. C'est ça. Qu'est-ce que tu mets en place, donc tu es venue avec une amie. Est-ce qu'après c'est quelque chose que tu feras pour les suivantes aussi? Comment déjà se passe ce premier rendez-vous? Est-ce que c'est du coup plus joyeux aussi toutes les 2 peut-être? Ou comment, Alors ouais, le fait d'être avec une amie, déjà ça me rassure parce que je connais pas du tout l'endroit, je sais pas ce qui m'attend, donc déjà ça me rassure et pour la première chimio, en fait, il se passe pas grand-chose. On me met, sous perfusion et puis, voilà, je découvre que donc à chaque fois que j'irai, à Francheville pour les chimios, j'aurai, une chambre. Voilà, on a chacun sa chambre, comme si on était hospitalisés, en fait. On est branchés à la perf et puis on attend, que OK. le temps passe, en gros, Et donc tu es quand même toute seule, vous êtes pas dans une pièce, avec tout le non, monde, non, non. Alors, je sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout OK. cas, à la clinique Francheville à Périgueux, c'est comme ça. Mmh mh. Donc, ça permet d'avoir, une certaine intimité et de pas, être obligé de se confronter aux autres malades. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que ça peut être quand même très, très lourd, psychologiquement de fréquenter, les hôpitaux, les services d'oncologie. Donc, moi, j'ai apprécié, d'être seule dans ma chambre et pour les suivantes, je suis quasiment à chaque fois allée toute seule D'accord. aux chimios. OK. C'était l'occasion pour moi de prendre un temps vraiment, seule et de me reposer, de prendre un livre ou vraiment j'ai essayé d'en faire un temps pour moi. Mmh mh. Et à ce moment-là, tu avais certainement du coup prévenu ton employeur aussi et tu Oui. avais dû te mettre en arrêt ou comment ça s'est passé pour leur, annoncer et pour la suite, à venir? Alors je leur avais annoncé dès que j'ai eu le diagnostic, D'accord. sachant que je venais juste de commencer, Mmh. un nouveau travail. Du coup, ça faisait 1 mois que j'avais été embauchée, un peu plus d'1 mois quand, j'ai eu le diagnostic. Mmh. Donc, je l'ai annoncé tout de suite. Je savais que ça serait compliqué, il me fallait du temps pour aller aux rendez-vous médicaux et Oui. cetera. Donc, j'ai pas cherché à cacher, les choses.
J'ai eu la chance d'avoir un employeur qui a été très bienveillant au niveau du service RH et de mon responsable de pôle qui m'ont dit de me soigner, surtout, que c'était le plus important. Donc, j'ai continué à travailler jusqu'au 29 avril, jusqu'au jour où on m'a annoncé le protocole. Et quand on m'a annoncé le protocole et que j'ai compris en fait la réalité vraiment de ce qui m'attendait, là, j'ai demandé, et d'ailleurs on me l'a proposé, de me mettre en arrêt de travail. J'avais tenu à travailler jusque-là parce que ça me permettait aussi, moi, d'avancer. Je gardais un petit peu le contrôle sur les choses. Quand j'ai compris les traitements qui m'attendaient et le parcours qui m'attendait, j'ai aussi compris qu'il allait falloir concentrer mon énergie là où c'était vraiment nécessaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de travailler, oui. D'accord. Et après, pour ton entourage, du coup, tu l'as annoncé peut-être à ta famille proche dans un premier temps? Oui, je l'ai annoncé à ma famille et à mes amis très proches tout de suite. Parce que là encore, j'ai compris que j'allais avoir besoin d'eux, en fait. J'ai compris qu'il allait falloir se battre et j'ai compris qu'on allait avoir besoin d'être entouré. Et du coup, c'est pas un combat que je pouvais mener sans eux. Oui. Donc oui, mes parents, mon frère, mon fils. Tes amis proches. Mes amis proches, ouais. C'est important, oui, de pouvoir se sentir épaulé parce que ça va être un long parcours. C'est ça. C'est ça. J'avais besoin d'être entourée. Je savais que c'était ça, en fait, qui allait me sauver. Qui puisse t'aider à te sentir forte aussi et à braver cette tempête. Exactement. Ça n'a pas été facile hein, de l'annoncer. Ça a été très difficile parce qu'on sait que ça va blesser les gens. On sait que quand on prononce le mot cancer, ça fait très très peur. Oui, tout le monde a un peu peur, oui. Et on sait que ça va être compliqué. Mais j'avais compris aussi que c'était pas une bonne solution d'essayer à tout prix de protéger les gens. Oui. Et puis d'essayer de braver ça non plus toute seule, c'est pas quelque chose de faisable non plus. Non. Et puis je me suis dit que si c'était un proche à moi qui tombait malade, en fait, j'aurais aimé pouvoir être là. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler tout de suite et surtout que ce soit pas un sujet tabou. Oui, oui, c'est important. Oui. Et ton conjoint, du coup, comment lui, il a réussi à encaisser aussi la nouvelle, puisque, bon, mine de rien, il vit avec toi aussi tous les jours. Alors, il y a aussi la peur de la perte, de la maladie en tant que telle. C'était un peu délicat parce qu'on était dans une période de changement. À l'époque, on vivait pas encore ensemble et on était en train d'acheter une maison, donc pour habiter ensemble avec nos enfants. Et en fait, moi, la première chose que j'ai fait, c'est de remettre un petit peu les choses en question et ça peut paraître totalement fou, mais pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose, je sais que c'est une question qu'on se pose. Je lui ai dit qu'il pouvait partir, en fait. Donc, il m'a regardé comme si j'étais totalement folle. Il m'a dit, mais ça va pas la tête? J'ai dit, si, vraiment, je suis très, très sérieuse. T'as le droit de pas avoir envie de vivre ça, en fait. Oui. C'est... tu as le droit de pas te sentir capable d'encaisser ça. T'as le droit. Donc, juste, si tu dois le faire, fais-le maintenant. Oui. Voilà. Le fais pas pendant mes traitements, le fais pas. Voilà. Mais c'était important pour moi de lui dire aussi qu'il avait le choix. Oui. Et il m'a regardé comme si j'étais folle et il m'a dit mais bien sûr que non. Il n'en est pas question. Donc, on est allé au bout de nos projets, on a acheté cette maison et on a enchaîné. Tout s'est fait en même temps. En fait, on a déménagé. On a une maison qui nécessite beaucoup de travaux. Donc, moi, j'ai commencé mes chimios et lui, il a géré
tout ce qu'il a pu. Donc, le déménagement, les enfants, venir avec moi au maximum de rendez-vous. Et, et en fait, un jour, il m'a dit, de toute façon, à partir du moment où il a su que c'était un cancer du sein, il m'a dit, j'ai jamais douté. En fait, je me suis dit, ben, ok, je vais faire ce qu'il faut. Voilà, ça a été une évidence. Il a fait comme moi, je crois qu'il a remonté ses manches et il a dit, bon, bah allez, on y va. Il faut y aller, oui. Ouais. Ensemble, en équipe. Je crois que c'est ça, vraiment. Oui, oui. Donc, après, bon, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc c'est difficile de savoir. J'imagine qu'il a aussi des moments difficiles, Oui, bien aussi sûr, ouais. parfois besoin de se confier sur tout ça. Mais on parle assez peu ben, tu disais tout à l'heure la peur de la perte. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Oui. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé parce que je crois qu'il est hors de question de laisser la place à ça. Bien sûr. Bien sûr, mais sûrement qu'au diagnostic, toute personne à qui tu l'annonces peut y penser aussi. Oui. Comme tu as pu peut-être toi aussi l'imaginer, puisqu'on sait que les cancers du sein se soignent, mais voilà, il y a quand même ce risque et cette volonté justement de combattre pour rester là, en vie. Et, oui. C'est pas, je crois que autant lui que moi, on n'a jamais vraiment laissé beaucoup de place à ces pensées-là. Pendant les chimios, dans les moments très difficiles, ça m'est arrivé d'y penser. Et j'ai fait en sorte que ça dure pas trop longtemps parce que je crois qu'on a vite fait de lâcher prise en fait quand on est épuisé et moi je me suis jamais autorisée à me dire que peut-être ça pourrait se terminer comme ça. Bah, c'est ce qui montre aussi ton envie de combattre et que les choses s'enchaînent et vont s'enchaîner jusqu'à faire partir cette tumeur ou le clip lui dit, toi, t'es la cible, on va te vaincre. C'est exactement ça. Alors après, bien sûr qu'il y a des moments où on y pense et où on se dit, mais et si jamais. Mais à la fois, c'est vrai que beaucoup de choses se passent par la tête, par le mental. Donc, j'ai pas laissé cette pensée-là me guider en tout cas. Et je suppose que lui non plus, puisque dans la foulée, on a signé l'achat de la maison. Et vous avez acheté quand du coup? On a signé l'acte définitif de la maison. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était aux alentours du 16 ou 17 mai. Donc, j'avais déjà commencé les chimios. On savait déjà où... Mais la procédure était déjà enclenchée, quoi. Oui, la procédure était déjà enclenchée. Mais en fait, quand on a validé le crédit immobilier, j'avais pas encore le diagnostic. Donc, à ce moment-là, on aurait pu tout arrêter. Et on l'a pas fait. Au contraire, on a un petit peu accéléré les choses au niveau de la banque parce que c'était un peu comme si c'était maintenant ou jamais, quoi. Et en fait, on a foncé. Donc, on a laissé nos projets avancer, quoi. Oui, puis on aurait pu aussi les stopper. C'est ce qui vous permet aussi d'avoir quelque chose à vous aussi de positif. Bon, bien sûr, il y a les travaux et c'est pas facile, etc. Mais c'est vrai que ça fait un bon projet aussi. Voilà. C'est ça, c'est un beau projet. Et puis la vie à 4 aussi, puisqu'avant, on vivait pas ensemble. Alors, on était quand même très souvent ensemble, mais moi, j'ai un petit garçon, lui, il a une petite fille qui ont le même âge. Et c'était aussi... c'était pas qu'une maison, c'était aussi l'endroit où on allait construire notre famille tous les 4. Et il était hors de question finalement de laisser la maladie nous empêcher de faire ça. Donc on a foncé. Voilà, lui, il avait la tête dans le guidon, il a géré tout ce qu'il pouvait. Et puis moi, j'ai essayé de me concentrer sur ma guérison. Et le peu d'énergie que j'avais, il était pour les enfants, pour notre vie de famille. Donc, t'attaques ces chimios pleines de force et de combativité. Comment s'enchaînent les suivantes? Comment toi fluctue ton énergie? Et après, peut-être l'apparition des effets secondaires.
En fait, j'ai eu deux chimios différentes. Donc, les 12 premières semaines, j'avais un traitement à base de Taxol et carboplatine. Donc, ça, c'est une chimio qui se fait de façon hebdomadaire. Okay. Donc, j'allais toutes les semaines à l'hôpital. C'est des produits qui sont très toxiques comme toutes les chimios, mais les effets secondaires étaient plutôt supportables. D'accord. J'avais donc forcément un petit peu de fatigue, des nausées. C'est des produits qui sont connus pour causer des neuropathies, des douleurs, plein de petites choses. En fait, on découvre la liste des effets secondaires, on se dit mais c'est pas possible. Le vrai combat, il est là en fait. C'est d'arriver à supporter tout ça. Malgré tout, ces 12 premières semaines, elles ont été plutôt, je vais pas dire facile parce que c'est pas vraiment le mot, mais largement supportable en tout cas. Le plus fatigant, c'était d'aller à l'hôpital toutes les semaines. Moi, j'habite à 1 heure de la clinique où je suis suivie, donc plus le temps là-bas. Enfin, on y passe la journée hein, concrètement. À côté de ça, il fallait aussi commencer à prendre possession de la maison. On venait de déménager, donc c'était le bazar et la priorité, elle était sur ma santé, mais malgré tout, j'essayais de faire des choses à côté, de m'occuper des enfants, donc c'était fatigant, mais c'était supportable. Ça a duré 12 semaines, donc je me suis dit bon, ok, franchement, ça va, jusqu'ici on gère. Et puis la deuxième partie de la chimio, c'était un nouveau produit, ce qu'ils appellent le protocole EC. Et ça, c'était 4 séances toutes les 3 semaines. Donc là, on m'avait prévenu que ce serait un peu plus costaud. Et effectivement, je crois que c'est là vraiment que ça s'est dégradé. Ça a été très compliqué. C'est là qu'on prend conscience de ce que c'est la chimio. Voilà. Ouais. Alors, j'avais quand même, avec le premier protocole, perdu mes cheveux. Ça a été, de toute façon, on me l'avait dit, et effectivement, ça a été un des premiers, 15 jours après la première chimio, ça commence à tomber. Et comment tu l'as vécu, cette perte de cheveux? La perte des cheveux. Tu l'as envisagé Ça a été très difficile parce que ça peut paraître tout à fait futile comparé au fait d'avoir une maladie mortelle, mais en fait, c'est là que ça se voit, que ça commence à se voir. Donc, et puis malgré tout, ça touche à la féminité, ça touche à notre identité. Moi, j'avais toujours eu les cheveux longs, en fait, depuis toujours. Et là, on m'a dit, il va falloir les couper. Donc, je suis allée chez la coiffeuse et j'ai demandé à couper mes cheveux. Elle me les a coupés, elle m'a fait un carré au niveau des épaules. Et quand j'ai commencé les chimios, tous les médecins, tout le monde me disait mais il faut absolument couper vos cheveux. Et je leur disais, je pleurais, je disais mais je les ai déjà coupés, donc c'est trop dur, je pouvais pas les couper plus. J'ai attendu qu'ils tombent, donc j'ai perdu des grandes mèches de cheveux. Quand ils ont commencé à tomber, je suis restée 3 jours à les attacher pour pas les voir tomber. Et puis un soir, j'ai dit bon, c'est bon, il faut y aller quoi. Il faut y aller. J'étais prête, donc on a sorti la tondeuse et puis avec mon compagnon et mon fils, du coup, on s'est installé dans la cuisine. Au milieu des cartons, puisqu'on venait de déménager. Et puis on a tondu mes cheveux. Quelles ont été les réactions de ton fils et ton conjoint? Et de toi, puisqu'après, tu découvres aussi ton nouveau visage. On en a fait un moment plutôt joyeux. Alors forcément, j'ai aussi... c'était un mélange, en fait, de joie, de tristesse. Voilà, j'ai pleuré mes cheveux. Mais on en a fait un moment... un peu rigolo en fait. Mon fils a aussi pris la tondeuse, il a aussi coupé un petit peu mes cheveux et on en a ri. On en a ri. Je lui ai interdit de m'appeler crâne d'œuf. Voilà, donc je lui ai dit je te préviens, ne t'amuse pas à m'appeler crâne d'œuf, sinon tu seras puni. Donc voilà, en fait ça nous a fait rire. J'ai essayé de vraiment dédramatiser les choses. Ouais. Et autant pour lui que pour moi.
Est-ce que lui, tu lui as expliqué d'ailleurs, du coup, la maladie? Comment est-ce que tu lui as expliqué ce qui allait se passer? Je suis restée le plus brève possible. Quand je lui ai annoncé, en fait, quand je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui dire, il a compris que c'était grave. Je pense il a ressenti et il a vu mon visage. Il m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que c'est grave? Donc j'ai dit oui. Et il m'a dit de lui-même, est-ce que tu as un cancer? Alors qu'il y avait rien qui aurait pu, il n'avait pas pu l'apprendre par quelqu'un d'autre encore. Donc finalement, j'ai pas eu à lui dire la phrase. Ouais. Et donc j'ai dit oui, c'est ça. Et ben, en fait, c'est un enfant. Donc un enfant, ça se projette pas comme nous. Oui. Ça, il s'est dit, ok, bon, il a fallu qu'il encaisse le choc. Donc régulièrement, pendant quelques jours, il me regardait, puis d'un coup, il disait, ma mère a un cancer. Ok, j'ai besoin de me le dire pour être sûre. Donc je lui disais, tu peux le dire autant que tu veux, jusqu'à ce que ça soit bien ancré dans ta tête. Voilà, donc il n'a pas pleuré. Et après, vraiment petit à petit, je lui ai expliqué. Là, aujourd'hui, je vais à l'hôpital, donc après, je vais être fatiguée. À un moment donné, mes cheveux vont tomber. Donc ça restait très abstrait, en fait, pour lui. Mais j'essayais de le prévenir à chaque étape. Et en fait, ça s'est bien passé parce que j'essayais de pas faire un drame, en fait, Oui. de ces étapes-là. Donc, on les a vécues, quoi. Oui, tu as expliqué les choses assez Ouais. factuellement. Oui, oui, oui. Pour en revenir du coup à la perte de cheveux, comment ton conjoint, lui, il l'a vécu? Comment est-ce que tu t'es perçue à travers son regard? À travers son regard, rien n'a changé. Ouais. Il a jamais montré que ça pouvait être difficile pour lui. Ça l'est pour moi, ça l'a été pour moi et ça l'est toujours, puisque là, j'ai des bébés cheveux qui repoussent, mais par contre, j'ai aussi choisi dans l'intimité et à la maison de pas me cacher. Donc oui, j'ai porté beaucoup d'artifices, des perruques, des foulards, tout ce qu'on peut pour me sentir le plus jolie possible, on va dire, pendant tout ça. Mais par contre, à la maison, j'avais choisi de ne pas cacher ma tête. Donc Oui. c'était difficile parce que moi, j'avais beaucoup de mal à me regarder dans un miroir. Mais je me suis aussi forcée à le faire. Et en fait, à la maison, que ce soit les enfants ou mon conjoint, ils se sont habitués. Et ce qu'il me disait souvent, c'est que ça changeait rien parce que c'était toujours moi, en fait. Oui. Donc oui, forcément, moi, je me sentais plus belle avec des longs cheveux, bien coiffée. Je suppose que pour lui aussi, c'était difficile de me voir différente de d'habitude. Mais il me l'a pas fait ressentir et il m'a toujours dit ça va revenir. Donc Oui. ça change pas l'amour en fait. Ça repousse. Ça repousse. Et l'amour, c'est pas, on n'aime pas quelqu'un pour ses cheveux. Bah oui. Donc je crois qu'il s'est accroché de son côté à l'idée que que ça allait revenir. Alors Oui. peut-être pas comme avant, mais j'allais revenir à un moment donné. Oui, bien sûr. Il y avait une partie de moi qui était plus vraiment là, mais on a toujours su que j'allais revenir. Oui. Une partie importante mais futile à côté de la personnalité et de ce pourquoi il t'aime. Oui, Donc ça, au bout de 2 semaines, tu as déjà eu la perte de cheveux. ouais. Est-ce que tu as eu, donc, dans ce premier protocole, essentiellement des douleurs aux extrémités ou des petites choses comme ça, c'est ça? J'en avais pas tellement. Pas tant. On m'avait prévenu, mais j'en ai pas eu tant que ça. C'est arrivé bien après. D'accord. Je les ai aujourd'hui, alors que Oui. ce protocole-là, il est terminé depuis le mois de juillet. Mis à part des nausées, j'ai pas eu et de la fatigue, j'ai pas eu tellement d'effets secondaires à ce moment-là. Et après vient donc la deuxième protocole, les 4 Ouais. dernières chimios du coup. Oui, c'est ça. Les 4 chimios EC. Donc déjà après la première chimio, tu sens que là, ça va être 4 chimios compliqués à Ouais. surmonter et à passer. Je le sens de suite parce que déjà le temps de la chimio, pendant que je suis sous perf,
j'ai une espèce de chape de plomb, en fait, qui me tombe dessus. Ah oui. Il y a vraiment cette fatigue, elle arrive d'un coup. On sent que c'est pas une fatigue normale, en fait. C'est pas une fatigue biologique. C'est comme si quelque chose venait tout arrêter dans le corps, quoi. C'est très difficile à expliquer, mais vraiment comme un truc qui vous tombe dessus d'un coup et qui vous anéantit, quoi. Donc, j'ai le temps de rentrer chez moi. Donc, j'ai un taxi qui m'amène pour tous ces allers-retours. Je mange un peu parce que, bon, malgré tout, je sais pas si c'est le réflexe de survie ou quoi, mais pendant toutes mes chimios, j'ai toujours continué à manger. Je suis gourmande à l'origine, donc voilà, je pense que ça m'a aidé aussi à tenir le coup, c'est que j'ai continué à me faire plaisir. Oui, les petits plaisirs. Ouais, en mangeant. Donc, je rentrais des chimios, je mangeais un petit peu. Et en général, je me couchais et après, voilà, souvent, j'avais beaucoup de mal à me relever. Donc, enfin, c'était très compliqué pour gérer les repas du soir. Et, euh, et je pouvais plus rien faire. J'avais pas d'autre activité, quoi. Je pouvais plus conduire. J'arrivais pas à amener mon fils à l'école. Enfin, il y avait vraiment plein de choses que je pouvais plus faire parce que j'en avais plus la force. Suite à cette première chimio, en plus, j'ai attrapé une infection. Donc, ça a été très dur parce que en même temps, j'avais aussi de l'immunothérapie. Donc, dans mon protocole, c'était prévu au départ. Donc, l'immunothérapie, c'est un traitement qui est réservé pour les cancers du sein triple négatif, qui permet en fait d'aider le corps à se défendre contre les cellules cancéreuses. Oui. C'est un traitement qui a aussi quelques effets secondaires et qui était devenu trop toxique pour moi, donc on me l'avait arrêté. Au début, dès le oui, départ. Oui, ça a été dès le départ. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ça devenait trop toxique pour moi. Notamment, ça déréglait ma thyroïde. Et ça me causait vraiment des gros problèmes digestifs. Donc, ils ont décidé de la stopper et de me mettre sous cortisone le temps que tout se remette en ordre. Dans le même temps, j'ai commencé donc la nouvelle chimio et j'ai attrapé cette infection. Donc, il y a eu un moment où tous les symptômes se sont mélangés. J'ai été juste clouée au lit sans plus aucune force. Donc, je savais pas trop ce qui se passait et j'ai fini par avoir un jour, je pouvais plus me lever du lit, j'étais seule avec les enfants et j'ai eu la sensation en fait que si je réagissais pas tout de suite, je me sentais partir en fait. Donc j'ai téléphoné pour que quelqu'un vienne s'occuper des enfants et pour qu'on m'amène à l'hôpital. Et en fait, arrivée là-bas, je me suis rendu compte que j'avais de la fièvre. Je ne savais pas depuis combien de temps. Et j'ai été hospitalisée pendant une semaine, le temps de trouver l'infection. En fait, pourquoi j'avais cette fièvre. Donc, j'avais une infection tout simplement parce que la chimio avait détraqué complètement mes défenses immunitaires. Et il a suffi, on ne sait pas trop, mais d'un truc que j'ai mangé ou voilà, pour que j'attrape une bactérie et qui m'a totalement terrassée. Donc après ça, après une semaine d'hospitalisation et d'antibiotiques, etc., j'ai commencé à me remettre un petit peu sur pied. Et je suis rentrée à la maison et en fait, 3 jours après, il fallait repartir en chimio. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais jamais y arriver parce que ça revient tout le temps. 3 semaines, ça paraît long, mais quand on passe déjà 2 semaines clouée au lit, et puis la troisième, on anticipe le retour à la chimio. Et on a beau se dire qu'il ne faut pas y penser, le corps, lui, il sait. Ouais. Donc, très souvent, j'allais en chimio le lundi et le dimanche soir, j'avais des nausées. Voilà, tous les symptômes de la chimio, ils disent que c'est des nausées d'anticipation et que c'est tout à fait normal, mais c'est vraiment une réalité, en fait. On est malade avant d'y aller. D'accord. Donc, les suivantes se sont quand même mieux passées, puisque la première, il y avait eu tout un combo qui avait fait que... mais j'avais quand même le traumatisme d'y retourner. Ça a été très, très dur. Et donc, avec ces chimios, comment toi, tu es par rapport à ton moral comment est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu vois, tu te dis, OK, il me reste tant de temps à gérer et puis ça ira mieux après? Ou comment... Est-ce que tu y vas étape par étape, à chaque chimio, tu te dis, OK, une chimio de passé? Est-ce que tu arrives à avoir des moments de
d'extrême joie, ou est-ce que c'est tout le temps en ce moment un petit peu compliqué? Il y a plusieurs choses. J'avais écrit sur une feuille en fait toutes les chimios que je devais faire avec les dates prévisionnelles. Ça me permettait dès le départ en fait de voir où j'allais et je m'étais dit je cocherais au fur et à mesure. Donc ça c'était quelque chose que j'adorais faire quand je rentrais de chimio, c'était cocher et je disais ouais une de plus. J'ai avancé comme ça. Il y a un moment où on avance à vue en fait, on avance en se disant allez une de passée. Après, ça dépend des jours, parce qu'il y a des fois où j'étais tellement fatiguée que je pouvais même pas me poser la question de savoir comment j'allais. Le seul objectif, c'était la survie. Donc, ça a été vraiment les moments les plus difficiles, parce que du coup, tout ce qui se passait autour de moi, ça me passait à côté, quoi. J'avais l'impression de pas être dans ma vie. Les enfants étaient là, faisaient leur vie à côté. Moi, j'avais vraiment aucune énergie. Donc ça a été vraiment les moments les plus compliqués. Après, le reste du temps, c'était très difficile quand j'allais à l'hôpital. Donc, quand j'allais là-bas, je m'autorisais à lâcher. Donc, j'arrivais en pleurant. Elles avaient l'habitude, les infirmières, l'oncologue aussi, ils me voyaient arriver, je pleurais. On me proposait toujours, vous voulez voir la psychologue? Et en fait, non, je voulais pas voir la psychologue parce que, pour dire quoi? Que j'ai peur, que j'ai pas envie d'être là. Bon, voilà, on le sait, en fait. Donc, juste, quand j'allais là-bas, je lâchais tout. Et après, je rentrais à la maison. Et quand j'étais à la maison, voilà, ça allait. J'essayais de garder des moments de joie avec les enfants. On a continué à rire, à faire des jeux, à partager plein de choses. Et c'était vraiment ça qui comptait le plus. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Très souvent, quand je vais là-bas, quand je vais à l'hôpital, je lâche. Donc, je pleure parce que j'ai pas envie d'y être. Parce que ça me rappelle à chaque fois la réalité des choses. Mais finalement, je pleure plus à l'hôpital qu'à la maison. Ouais. Alors, à chaque fois, eux, ils ont l'impression que je suis tout le temps en train de pleurer. À chaque fois, ils me proposent le suivi psychologique, mais je leur dis, franchement, je pense que je vais bien. Et je pense que même pendant toute cette période, j'allais bien moralement. On va dire qu'au milieu des moments difficiles, il y avait des moments de joie, ou au milieu des moments de joie, il y avait des moments difficiles, mais j'ai toujours gardé le cap. Ouais. C'est bien aussi de pouvoir un petit peu sortir cette peine et de se l'autoriser, parce que c'est ce qui permet aussi après de reprendre le dessus. Tout à fait. On peut pas non plus tout cacher, tout retenir, et effectivement, il fallait que ça sorte. Je préfère que ça sorte là-bas avec les médecins, les infirmières qui sont là pour ça aussi, pour nous soigner et rentrer avec le sourire et être disponible pour ma famille et pour mes proches. Voilà. J'ai pas envie qu'ils me voient pleurer tout le temps. Alors bien sûr, ça arrive, hein, parce que parfois on est fatigué, mais en règle générale, l'important c'était vraiment de préserver au maximum surtout les enfants. Ouais. Et que la vie de famille reste une priorité. Et comment elle évolue cette vie de famille? Du coup, tu arrives, alors tu disais que gérer les repas le soir d'une chimio, c'était une mission quasi impossible. Les 2 semaines qui suivaient étaient aussi un peu difficiles. Comment est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous avez mis quelque chose un peu en place? Est-ce que ton conjoint peut-être sortait plus tôt qu'habituellement du travail pour aider, ou est-ce que c'était difficile, il pouvait pas se le permettre? Comment? Il s'est rendu disponible au maximum. Et le plus souvent, quand vraiment je pouvais pas, il s'occupait du repas, en fait, il gérait tout. Après, j'ai la chance d'avoir un chéri qui cuisine bien. Donc, ça le dérangeait pas du tout de gérer les repas. Et ça m'est arrivé d'avoir des amis ou de la famille qui nous apportaient les soirs de chimio, dans les jours qui suivent, une boîte avec le repas pour le soir. Et ça, c'était royal parce que, enfin, vraiment, c'est là que je me disais, waouh, on est quand même hyper bien entouré, quoi. Juste un tupperware avec, avec des pâtes carbo dedans ou de la soupe, et je me disais, oh, c'est merveilleux. En fait, on apprend à apprécier la moindre chose, le moindre geste, et on a fait comme ça, en fait. On a essayé vraiment de gérer les choses juste entre nous comme on pouvait. On n'a rien mis en place spécialement à ce niveau-là, juste au jour le jour. Avec des amis bienveillants.
avec des amis bienveillants, c'est clair. Sur qui compter. C'est clair. Et puis, ouais, mon compagnon qui prenait le relais chaque fois que ça a été nécessaire, en fait. Oui. Et justement, avec ton conjoint, comment ça se passait dans votre vie de couple? Bon, alors, moi, je sais que vous n'avez pas forcément votre intimité non plus dans la maison, donc c'est peut-être aussi difficile à ce niveau-là, mais en plus avec la chimio et ton état, comment est-ce que vous arriviez à vous trouver des petits moments et à vous retrouver tous les deux C'est vrai qu'on accumule les difficultés. Effectivement, les chambres sont en travaux, donc depuis qu'on a emménagé dans la maison, on a une seule grande chambre pour les enfants et nous. On a la chance d'avoir une grande pièce. Et puis, on a aussi les enfants qui sont en garde alternée. Donc, la moitié du temps, c'est la vie de famille qui prend le dessus. Et l'autre moitié du temps, on se retrouve à deux. Bon, après, vous avez du coup emménagé en même temps que les chimios. Oui, donc Vous aviez tout pas s'est de fait vie un avant petit peu. Alors avant, on était quand même très souvent ensemble parce que on avait les enfants qui étaient en garde Oui, bien sûr, alternée, mais séparément. et pas Donc dans cette on arrivait, configuration. voilà, on arrivait toujours à avoir du temps ensemble. Là, on s'est vraiment retrouvés, ouais, tout en même temps. Alors on a apprécié, du coup, d'avoir les semaines où on était que tous les deux. C'était nouveau, du coup, puisque le changement de garde alternée s'est fait à ce moment-là. Et forcément, ça a changé des choses parce que moi, mon corps, il a changé, parce que mon image de moi a changé. Donc, quand on n'a plus aucune confiance en soi, c'est compliqué. On a mis des choses en place. Bon, il y a plein de choses. Enfin, on éteint la lumière quand on n'est pas à l'aise avec son corps, quand on n'est pas à l'aise avec sa tête. Encore une fois, il m'a jamais fait ressentir que pour lui, ça changeait quoi que ce soit. On a toujours continué à avoir une intimité et une vie sexuelle. C'était important pour nous de préserver notre couple au maximum. C'est différent, en fait. C'est pas comme avant parce que il y a aussi la fatigue, ma fatigue, mais aussi la sienne, parce que malgré tout, sa charge mentale aussi ouais, avec le reste qui a changé. ouais, voilà. Et beaucoup de choses à gérer, plus les travaux, plus forcément ça crée de la fatigue. Donc comme je disais souvent, on est presque un vieux couple, alors que finalement ça fait pas si longtemps que ça. Mais on a vraiment tout fait pour garder une intimité, garder une complicité. Et je sais pas, avec le recul, peut-être je me dis, je sais pas comment on a fait, mais je crois qu'on a quand même bien géré et qu'on s'est quand même bien débrouillé. Parce que ça a jamais été, il y a jamais eu de frustration, en fait. Ouais, c'est le plus important. Ni d'un côté, ni de l'autre. On a toujours, on est resté toujours à l'écoute. Et en fait, on a toujours trouvé des solutions. Voilà. Oui, même quand il y avait la fatigue, même quand moi, mon corps était au bout du rouleau, on fait différemment, mais on a toujours fait. C'était aussi une façon de continuer à dire oui à la vie, quoi. Oui, bien sûr, oui. Je crois que c'était aussi important pour moi, au même titre que de continuer à faire des activités en famille, que de faire des choses avec les enfants, de garder des moments d'intimité dans le couple, c'était hyper important. Donc les chimios se terminent. Ouais. Quand tu coches la dernière case, la dernière chimio, qu'est-ce que tu te dis? Il y a encore l'opération. L'opération. Il y a encore la radiothérapie. Oui. Alors l'opération, du coup, on t'en avait parlé en amont? Oui. On t'avait dit qu'après les chimios, il y aurait certainement une opération. Oui. Est-ce qu'elle était obligatoire ou est-ce Oui. qu'ils allaient voir un... Je sais pas du tout les termes. Il y avait pas forcément, il y avait plus de tumeur du coup. Donc qu'est-ce qui était enlevé lors de l'opération? Ce qu'on m'a dit, c'est que la chimio n'était pas forcément efficace à 100%. Donc, on m'avait prévenu. En gros, il y avait 25% de chances qu'on ait une réponse complète de la chimio. C'est-à-dire que la tumeur est totalement disparue. Moi, je me suis focalisée sur ces 25%. Parce qu'en gros, ça voulait dire qu'il y avait 75% de risque de devoir refaire
une troisième chimio qui se serait fait donc par voie orale, donc à la maison. C'est encore différent de la chimio à l'hôpital sous perfusion, mais ça reste de la chimio avec les effets secondaires qu'on connaît, fatigue, les cheveux qui retombent ou qui ne repoussent pas, et tout ça. Donc je visualisais ces 25% et je me disais il faut absolument, absolument, absolument que cette tumeur elle ait disparu à la fin des chimios. Et je l'ai sentie fondre en fait au fur et à mesure des chimios. À la fin, je la sentais plus du tout. D'accord. Et Oui, au toucher. Au toucher, je la sentais plus du tout. Dès que les chimios ont été terminés, très vite l'opération a été programmée. Et dans tous les cas, ce qu'on m'avait dit, c'est que s'il y avait plus de tumeur, ils enlèveraient les tissus autour de la tumeur pour diminuer au maximum le risque qu'il reste une petite cellule cancéreuse quelque part. C'était d'où l'avantage d'avoir posé le clip, c'est que la tumeur avait disparu, mais grâce à ce marqueur, ils ont su retrouver l'endroit de la tumeur et enlever une partie de mon sein qui potentiellement pouvait être encore infectée. Moi, en fait, quand les chimios ont été terminés, c'était comme si je revivais. Ouais. 3 jours après, j'étais sur pied et j'avais l'impression d'avoir retrouvé toute mon énergie. T'as plus la nausée Fini. D'avant chimio 3 semaines après? Fini. Ta tête savait qu'il n'y en avait pas, oui. il n'y avait pas de chimio, il n'y avait et pas de de nausée. Savoir que j'avais plus besoin d'y aller, mon énergie est revenue beaucoup plus vite. C'était vraiment une étape déterminée. Je suis restée positive jusqu'au bout et j'ai été opérée 3 semaines plus tard. Donc là, en fait, après avoir vraiment traversé l'enfer des chimios, tout ça s'est passé forcément avec un petit peu de stress, mais voilà, c'était... Oui. Est-ce que tu savais à l'avance la quantité, ce que ça allait représenter Non. après sur ton sein parce qu'on peut aussi se demander, j'imagine, est-ce que je vais être, mon sein va changer, va réduire Ouais. J'ai essayé de pas y penser. J'ai commencé vraiment à m'en inquiéter vraiment quelques jours avant l'opération. Quand on a un parcours comme ça avec autant d'étapes, en fait, on se dit c'est vraiment étape par étape. Donc pendant toute la chimio, je me suis pas inquiétée de savoir ce qu'allait devenir mon sein, à quoi j'allais ressembler après. C'est vraiment voilà, étape par étape. Donc quand il a été question de programmer l'opération, là j'ai commencé à me poser effectivement des questions et bien sûr je savais pas ce qu'ils allaient retrouver. En fait, ils opèrent, ils enlèvent des tissus et ils analysent. Et c'est là qu'ils voient s'il y a encore des traces de cancer ou pas. Donc, c'était vraiment impossible de savoir combien ils allaient enlever. Ils m'ont enlevé aussi une partie des ganglions qui apparaissaient potentiellement touchés en fait au niveau des TEP scans. On savait pas, avant que je me réveille, je savais pas ce qu'ils allaient enlever et ce que ça donnerait. Donc, de toute façon, j'avais pas tellement le choix d'y aller. C'était une étape de plus, tout simplement. Mis à part, voilà, ce stress de se dire dans quel état ça va être après. Et puis, si j'avais peur d'avoir mal et de pas pouvoir bouger mon bras. Donc, j'avais anticipé toute l'organisation pour amener mon fils à l'école, savoir comment on allait faire. Si je peux pas faire à manger, il faudra qu'on trouve de l'aide parce que, encore une fois, j'ai beau avoir un compagnon qui est super, et ben, il peut pas être partout. Donc, j'avais un petit peu peur de ça, qu'on se retrouve vraiment en galère. Et finalement, j'ai eu la bonne surprise de pouvoir tout de suite bouger mon bras. Donc, en fait, je me suis remise très, très vite, malgré quelques douleurs. Voilà, je suis sortie de l'hôpital le lendemain et ça s'est très bien passé. J'ai pu voir le résultat une semaine après, quand on a enlevé les pansements. Visuellement, tu le trouvais changé Ouais, bien sûr. Tu penses que réellement c'est changé ou c'est psychologiquement Non, c'est vraiment changé. C'est vraiment changé parce que déjà, il y a les cicatrices et ça, ça se voit. C'est pas et du coup, les cicatrices, elles sont sur le côté? Ouais, j'en ai une qui est vraiment sur le sein, du côté où était la tumeur. Et j'en ai une autre sous le bras, entre le sein et l'aisselle, en fait, qui a servi pour enlever les ganglions. Donc, finalement, ils m'en ont enlevé seulement 4. Donc, la cicatrice est plutôt petite. Mais c'est vrai que déjà, faut se réapproprier son corps.
avec ces marques qui sont pas forcément très jolies quand on se met l'été en débardeur ou bon bah ça se voit. Le premier réflexe c'est de me dire bon ben comment je vais faire pour cacher ça. Et puis le sein, il n'a pas tout à fait la même forme puisqu'on a enlevé, on en a enlevé une partie, donc il est plus tout à fait pareil. Je sais que j'ai énormément de chance d'avoir pu le conserver, donc c'est ce que je me suis répété tout le temps. Malgré tout, il a fallu que j'accepte ce nouveau sein avec cette nouvelle forme, un peu différent de l'autre. Encore une fois, le regard de mon compagnon a été hyper important parce que il m'a dit oui, effectivement, il n'a pas tout à fait la même taille et pas tout à fait la même forme, mais il est là, quoi. Donc, on s'en fout. Bon, il fera avec. Il fera avec. Et puis concrètement, faut quand même, je dois quand même être réaliste. C'est que ça se voit très peu. Oui. Moi, je le vois. Quelqu'un d'extérieur le saura pas. De toute façon, normalement, on n'est pas censé, mis à part les médecins, voilà, tout le monde ne va pas voir mes seins. Donc, mais voilà, je veux dire, en maillot de bain, en sous-vêtements, c'est pas flagrant. Donc, mais j'ai été surprise parce que justement, je m'attendais à ce que ça soit plus facile que ça. Et malgré tout, il faut se réapproprier ce corps qui a été un peu meurtri, un peu abîmé, quoi. Mais encore une fois, je sais que j'ai énormément de chance. Il y a beaucoup de femmes à qui on enlève la totalité du sein et du coup, j'ai pu peut-être imaginer ce que ça peut faire de vivre ça. Donc, 3 semaines après ta dernière chimio, on t'opère et ensuite, il y a la phase de radiothérapie. Oui, elle démarre pas tout de suite. Après l'opération, on attend les résultats puisque tout ce qui a été prélevé part aux analyses et c'est là qu'on va savoir si la chimio a fonctionné ou pas. Une semaine plus tard environ, je reçois l'information et là on m'annonce que la chimio a fonctionné à 100%. D'accord. Voilà, il n'y a plus de tumeur. Les ganglions, ils n'ont rien retrouvé. Il n'y a plus de traces de cancer dans mon corps. Donc là, c'est la délivrance. Alors, au départ, j'avais rendez-vous avec le radiothérapeute pour commencer à préparer donc la phase des rayons. Et à ce moment-là, j'avais pas encore reçu l'information. Et lui s'est débrouillé pour avoir le compte-rendu de la commission lors de laquelle mes résultats avaient été annoncés. Donc, c'est lui qui me l'a annoncé dans un premier temps, qui m'a dit ils n'ont rien retrouvé. Mais il a fallu quand même que j'attende 2-3 jours parce qu'à ce moment-là, mon oncologue était absent. Et j'avais demandé à ce qu'il me rappelle parce que je voulais vraiment entendre les choses. En fait, ce que je voulais entendre, c'est qu'il n'y avait pas besoin de refaire de chimio. Oui. Donc, j'ai insisté jusqu'à ce qu'il me rappelle et qu'il me dise effectivement, on a une réponse complète de la chimiothérapie. Donc, la chimio, c'est fini. Voilà. Et à partir de là, j'ai enfin réussi à me détendre. C'était vraiment l'info que j'attendais. Et ensuite, j'ai commencé les rayons. Ils m'ont laissé 3 semaines à peu près 3 semaines, 1 mois. Non, même plus parce que on est mi-novembre quand j'ai les résultats. J'ai commencé les rayons fin décembre. Donc, j'ai eu presque 1 mois et demi de répit. D'accord. À savourer la fin de cette chimio. Et, comment tu la savoures, cette fin de chimio? Est-ce que tu as une réaction particulière en sortant du rendez-vous, je sais pas, une envie de crier, ou pas forcément, juste intérioriser ou partager avec tes proches la nouvelle ou... Je partage avec mes proches, ça c'est clair. Je sais que tout le monde attend un peu cette info, voilà. Je la partage tout de suite, en fait. On avait commencé un petit peu parce que les gens m'avaient demandé, on me demandait beaucoup alors, et je leur disais, je crois que c'est OK, mais j'attends d'être sûre, j'attends que l'oncologue me rappelle. Je voulais pas diffuser l'info, je voulais pas me réjouir. J'avais tellement peur que ses propos soient plus nuancés ou que vraiment j'avais besoin de l'entendre de sa voix. Quand vraiment j'en ai été sûre, là j'ai informé autour de moi tout le monde et en fait c'était vraiment aussi un moment très très important pour moi où je me sens libre. Je me sens libre. J'ai l'impression que ça y est, en fait, la vie, elle revient.
c'est la vie qui revient, vraiment. Ouais. Donc, j'ai juste envie de profiter, de prévoir plein de choses, de cocher tout ce que j'avais mis sur ma liste quand j'étais à l'hôpital. Parce que quand j'ai été hospitalisée suite à l'infection, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais faire quand j'irais mieux. Et là, ce que je ressens, c'est vraiment un espèce d'élan de vie, quoi. Où je me dis, ça y est, là, en fait, juste ce que je veux, c'est faire ce que j'aime. Est-ce que tu as commencé à cocher ces choses de cette liste? Oui, mais j'ai pas pu encore tout cocher. Bien sûr, j'imagine Malgré qu'il faut un petit tout, peu de temps. la chimio, ça laisse des séquelles. On sait que c'est fini. Oui. En fait, c'est déjà très bien, mais ça laisse des séquelles et aujourd'hui, je suis pas encore en état de faire tout ce qu'il y a sur ma liste. Est-ce que tu veux partager une chose de cette liste particulièrement avec nous? Ouais, il y avait une chose qui était hyper importante pour moi, c'était de faire une rando en montagne. Parce que c'est quelque chose que j'adorais faire avant et que je peux plus faire, que j'ai pas pu faire pendant la chimio et que aujourd'hui je peux toujours pas faire. Donc je sais que le jour où je vais faire ça, ça voudra dire que ça va. Oui. Vraiment. Bon, elle viendra cette rando, j'en suis sûre. Moi aussi. Faut le temps à ton corps de se remettre de tout ça, Ouais. de reprendre de la force, même si tu en avais encore beaucoup. Ouais, mais c'est vrai que la force mentale, bon, c'est ce qui aide aussi à mettre le corps en mouvement, mais Voilà, il manque malgré cette tout, force on peut pas non physique plus, maintenant, ouais, à on peut reprendre. pas non plus trop le forcer. Ce corps, il a été quand même bien, Faut lui bien donner, abîmé, lui quoi. donner un peu de temps. C'est ça. Alors, les radiothérapies, après, comment ça se passe? Ouais, j'ai eu la chance d'en avoir que 15. Je sais Et à quoi ça sert exactement? Alors, en fait, ça sert à irradier la zone qui a été touchée par le cancer ou qui est touchée par le cancer. Et ça vient, en gros, détruire les cellules cancéreuses. Donc, Les cellules restantes, oui, éventuellement. voilà, c'est ça. Dans mon cas, il y en avait potentiellement plus. Mais comme ils m'ont expliqué à l'hôpital, on n'est pas à l'abri qu'il reste une microcellule qui se cache quelque part. Si c'est le cas, en fait, les rayons vont venir finir de détruire ces cellules potentielles. Ça permet de sécuriser en fait les résultats et d'éviter le risque de récidive. Une microcellule cancéreuse qui traîne, c'est un nouveau cancer dans un an, quoi. Oui, le mieux, c'est de les éradiquer de suite. C'est ça, c'est ça. Concrètement, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus difficile dans ce parcours. Le plus compliqué, c'est d'aller à l'hôpital tous les jours, parce que la radiothérapie, c'est tous les jours, Ah oui. sauf le week-end et les jours fériés. Donc, moi, on m'a fait commencer le 24 décembre, ma première séance de rayon. Donc, j'ai pu faire une pause le jour de Noël et le 1er janvier. Une entrée en matière douce, mais pendant les fêtes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, il y a une sorte de notion d'urgence parce que j'aurais pu demander à démarrer, je sais pas moi, le 26 mais on se dit... Oui, le plus tôt, c'est le mieux. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, un jour, c'est toujours ça. Tout à fait. Ça peut Donc, faire quand la on m'annonce premier rendez-vous le 24 décembre, j'essaye pas de négocier. Voilà, je dis oui. Et puis derrière, on s'organise. La période des rayons, voilà, c'est plus de l'organisation et de la fatigue liée aux allers-retours. Mais en soi, une fois qu'on est là-bas, on se change, on enlève les vêtements, on s'allonge, ça dure 5 minutes. Il faut pas bouger, donc c'est toujours à ce moment-là qu'on a le nez qui gratte. Voilà, donc c'est toujours compliqué. C'est le plus difficile, je crois que c'est ça, vraiment, pendant les rayons, c'est de ne pas pouvoir se gratter alors qu'on sait que... Voilà. Mais, ça dure combien de temps, la séance ? En soi, c'est difficile à dire parce que quand on peut pas bouger, ça paraît toujours plus long, mais je pense que ça dépasse pas les 5 minutes. Ah oui, d'accord. Où vraiment on est dans la machine et les rayons, ils viennent irradier vraiment la zone concernée. Donc, est-ce que tu sens que ça brûle sur le moment, ça chauffe ? Ça chauffe un petit peu sur le moment. Le plus... Bon, ça va, tu l'as fait en hiver ? Oui, ça va, ouais. En été, ouais, il faut... Et puis, il faut surtout pas se mettre... En fait, ça fait comme un coup de soleil. Oui. Donc, derrière, faut pas s'exposer au soleil en plus. Et puis, ouais, ça chauffe un petit peu. Après coup, il y a une sensation de brûlure.
Donc après, moi, j'ai fait appel à quelqu'un qui enlève le feu. Ok. C'est quelque chose qu'on m'avait conseillé de faire d'ailleurs dans le service. À Donc, la fin de la série? Ouais, alors moi, la régulièrement. personne le faisait à chaque séance. À chaque Dès que je séance. sortais Ah de oui, d'accord. séance, j'envoyais un message et la personne m'enlevait le feu. Ok. Après, chaque coupeur de feu a ses protocoles, mais ça a été plutôt efficace parce que je sentais que ça chauffait, mais j'ai jamais eu mal, j'ai jamais senti ma peau brûler. Mais par contre, encore aujourd'hui, là, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai fini et c'est encore bien rouge, quoi. On sent bien quand même Oui. que ça. T'as de la crème aussi à mettre? Ouais, alors pendant les rayons, faut pas mettre de crème. En tout cas, moi, le radiothérapeute m'avait dit, je sais que ça dépend toujours des services, mais que lui ne voulait absolument pas qu'on mette de crème parce que ça pouvait empêcher les rayons de bien pénétrer dans la peau. Donc, j'en mettais pas pendant tout le protocole. Et puis maintenant, ouais, j'hydrate beaucoup ma peau. Il faut un peu de temps pour que ça se remette, mais et j'ai aussi la kiné, du coup, qui me fait des massages depuis la fin de l'opération, en fait, depuis que la cicatrisation est faite, pour assouplir un petit peu les cicatrices et le sein, qui a quand même du coup vu pas mal de choses. Donc Oui. voilà, les tissus ont bougé à l'intérieur, on sent quand même que c'est douloureux et qu'il faut l'aider à se remettre de tout ça. Donc là, tu dis, ça fait 2 semaines que la radiothérapie est terminée. Oui. Est-ce que... Bon, alors, je sais la réponse déjà à cette question. Est-ce que tout est terminé? Qu'est-ce qui est... Après la radiothérapie, tout était censé être terminé? Ou pas vraiment? Non, c'était pas censé être terminé, puisque depuis quelques années, pour le cancer triple négatif, ils ont inclus dans le protocole ce qu'ils appellent l'immunothérapie. Donc, c'est un traitement qui est plutôt récent dans ce type de cancer-là et qui permet, comme je disais tout à l'heure, d'aider le corps à se défendre contre les cellules cancéreuses. Cette immunothérapie, elle était censée j'étais censée l'avoir pendant toutes les chimios et il m'en restait 9 à faire à la fin des chimios. Donc c'est quelque chose qui se fait exactement comme les chimios, en perfusion à l'hôpital et toutes les 3 semaines. Chez moi, du coup, elle avait été arrêtée pour toxicité. Et là, j'ai vu mon oncologue la semaine dernière qui m'a annoncé qu'il souhaitait reprendre ce traitement pour être sûr de rien louper. On va dire que voilà, lui, ce qu'il m'explique, c'est qu'on sait que c'est efficace sur la guérison et surtout sur les risques de récidive, en fait. Donc non, tout n'est pas terminé parce que on nous explique bien que c'est pas parce qu'il n'y a plus rien qu'il n'y a plus de cancer. Oui. Voilà. Donc je suis repartie pour 6 mois d'immunothérapie. Et puis normalement, après ça sera fini. D'accord. Et comment est-ce que du coup tu appréhendes cette dernière ligne droite? Alors au début, ça a été très dur parce que moi, j'avais surtout entendu qu'on n'était pas sûr de la reprendre. Et quelquefois, le cerveau, il fait des petits arrangements à sa sauce parce que c'est plus facile. Donc, je suis allée à ce rendez-vous dans un déni complet de la suite. Pour moi, c'était fini. J'avais même commencé à envisager de retourner travailler. Enfin, je me projetais dans ma nouvelle vie avec la nouvelle Stéphanie qui est sortie d'un cancer. Et en fait, quand il m'annonce encore 6 mois de traitement, c'est 6 mois pendant lesquels ma vie elle est rythmée par les allers-retours à l'hôpital. C'est pas la vie normale, ça. Donc sur le coup, je me suis effondrée parce que encore une fois, je me prenais en pleine figure la gravité des choses. Moi, j'avais l'impression d'être soignée, mais c'était pas le cas. Donc on va dire que les 2 premiers jours, ils ont été très durs. Et puis très vite, en fait, je me réveille un matin et je me dis ok, 6 mois de plus.
bon, ben, c'est 6 mois de plus, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà. Donc là, c'est pas compliqué. Cette semaine, j'ai une séance de sport chaque jour. J'ai prévu plein de choses. En fait, je me dis, tu vas vivre pendant ces 6 mois. Oui. Donc oui, tu vas aller à l'hôpital une fois toutes les 3 semaines et tu vas vivre aussi. Voilà. Tu vas réparer ton corps, tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre du temps pour toi. Et là, de suite, eh ben, le moral, il va vachement mieux. Ouais. Parce que je me dis, c'est pas 6 mois de traitement, c'est 6 mois pour moi. Oui, finalement, avant de reprendre le travail, ça te permet aussi d'avoir un petit peu ton petit monde, mais faire ce qui te plaît et pour passer le cap de tout ça. Ouais. Et est-ce que du coup l'immunothérapie est censée également te fatiguer ou est-ce qu'il y a aussi des effets secondaires sur l'immunothérapie en tant que telle? Oui, il y en a, ils sont beaucoup moins forts que la chimio, mais notamment de la fatigue. Donc moi, ça m'avait beaucoup perturbé ma thyroïde et aujourd'hui, elle est toujours pas stabilisée. Je suis sous traitement pour ça, donc j'avoue que j'ai un petit peu peur que ça ça fasse repartir les choses dans le mauvais sens. Ça m'avait causé beaucoup de problèmes digestifs aussi, donc malgré tout, c'est pas une vie 100% normale. Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, j'ai eu ma première injection et pour l'instant, ça va à peu près. Donc, j'essaye aussi de me mettre en tête que ça va bien se passer. Parce que je l'ai vu avec les chimios, je crois que notre état d'esprit, il est vraiment très, très important. Si on se met en tête qu'on va être malade, on a plus de chances de l'être. Ouais. Ou en tout cas, on le vivra peut-être encore moins bien. Donc, voilà, j'essaye de me dire que ça va bien se passer. Et puis après, tout est dans l'acceptation des choses. S'il y a des jours où ça va pas, eh ben, ça ira pas. Non, c'est vrai que tu arrives quand même beaucoup à relativiser, à garder le positif. Alors évidemment, il y a des moments, comme tu dis, où tu dois être au fond du trou et là, tu as envie de voir personne et de parler à personne et que vite tu te réveilles un matin, hop, tout soit terminé, j'imagine. Ouais. Mais Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que tant que je serai sous traitement, mon esprit sera occupé par autre chose. Je serai vraiment libre quand ce sera fini. Ouais. En attendant, je vais essayer de vivre les choses au mieux. Voilà. Je veux pas me dire j'attends 6 mois pour aller bien. Non, c'est une force aussi. Je sais pas si c'est une force. Parfois, j'ai l'impression de pas avoir le choix, mais en tout cas, je préfère vivre ces 6 mois en étant le plus positif possible. Non, c'est vrai que oui. Encore une dernière ligne droite à passer. Et du coup, cette repousse de cheveux, alors quand est-ce que tes bébés cheveux sont réapparus? Ah, c'est allé très vite parce que j'ai fait ma dernière chimio mi-octobre et un mois et demi, 2 mois plus tard, déjà, j'avais déjà pas mal de cheveux. Après, ça met du temps à pousser. Oui. J'ai fait ma première coupe chez le coiffeur la semaine dernière. L'idée, c'était de les épointer un petit peu pour les renforcer et qu'ils repoussent bien. Donc là encore, il faut accepter. Est-ce que tu arrives un peu à accepter ce nouveau visage? Est-ce que tu mets encore des perruques? J'ai arrêté de porter des perruques. Ça m'arrive vraiment très, très rarement. Mais à partir du moment où mes cheveux ont repoussé, j'ai eu envie et besoin d'assumer mes cheveux, d'assumer cette nouvelle coupe. C'était un peu assumer la nouvelle Stéphanie, quoi. Alors bon, c'est pas comme ça que je me plais le plus. C'est difficile encore de m'accepter comme ça, mais je me dis que c'est aussi la dernière ligne droite. Si à un moment donné je dois m'accepter, c'est maintenant, parce qu'après mes cheveux ils vont repousser et je vais redevenir comme avant. Et j'aimerais bien ne pas être tout à fait comme avant quand même. C'est ce que j'allais dire, tu redeviendras comme avant, mais pas tout à fait comme avant. Pas tout à fait la même. Parce que tu auras une histoire en plus. Ouais,
Donc, dans cette histoire, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment garder, c'est m'accepter autrement. Ouais. Donc, oui. Aujourd'hui, j'assume mes cheveux très courts parce que c'est une façon aussi de... Ça a un côté thérapeutique, ouais. Il faut que c'est accepter tout ce que j'ai vécu. Ouais. Et le montrer un petit peu au monde aussi, parce que malgré tout, les gens qui me connaissent pas, quand on se croisait rapidement, se doutaient pas forcément de ce que je vivais. Et là, ça interpelle. Donc, oui, c'est sûr. Ouais. C'est une façon d'assumer les choses, en fait. C'est sûr. Alors, du coup, aujourd'hui, bien que la lutte contre ton cancer soit encore en cours, c'est la dernière étape pour un horizon qui s'éclaircit peu à peu et où les nuages se font de moins en moins nombreux, on va dire. Oui. Comment tu te sens aujourd'hui ? Aujourd'hui, je me sens heureuse d'être en vie, déjà. Et prête à aller au bout. Prête à aller au bout des choses. J'ai conscience qu'il faudra vivre avec ça, avec toujours une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Encore une fois, j'ai envie que ça soit de façon positive. Je veux pas vivre dans la peur, mais je veux vivre dans l'idée qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et que si demain tout s'arrête, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Et ça, c'est un vrai cadeau. Je pense que la maladie m'a apporté. Si je peux le partager un petit peu, ça n'aura pas servi à rien. Et justement, qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces femmes qui nous écoutent et à celles qui peuvent traverser des batailles un peu similaires ? J'ai envie de leur dire de se concentrer sur l'amour qu'elles ressentent pour leurs proches, mais aussi sur l'amour que les autres ressentent pour elles, parce que je crois que c'est vraiment la clé pour s'en sortir et pour garder l'espoir. Merci Stéphanie d'avoir partagé tout ce chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui et puis de m'avoir ouvert ton cœur aussi pour en faire un épisode de podcast. Je suis désolée, je suis un peu émue aussi. Et du coup, livrer sans tabou tout ce par quoi tu as dû passer aujourd'hui, qui t'a transformée et qui t'a rendue plus forte encore qu'avant, j'en suis sûre. Et je suis très touchée que tu m'aies fait confiance pour encapsuler tout ça. Je te l'ai pas encore dit, mais voilà. Et puis j'espère que ça permettra également de mettre cette histoire bien au chaud pour entamer une nouvelle page de ton histoire, dans la joie, dans le bonheur et dans le plaisir des choses simples de la vie. Et toujours entouré des personnes qui te sont chères, bienveillantes et qui sont toujours là pour toi. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Merci encore. Et merci à toi de m'avoir permis de mettre des mots sur tout ça et de le partager aussi. Merci. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le faire voyager, à le partager, à vous abonner et à lui mettre 5 étoiles. À très vite pour le prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux.